Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel plaisir comme d'habitude de vous retrouver ce soir pour notre, on va dire énième édition de Psychose. Et ce soir vraiment ça va être Psychose, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va être dans la cause d'une profession que vous connaissez peut-être, que vous avez eu l'occasion de côtoyer, soit en tant qu'usager, soit parce que vous en connaissez dans votre famille, cette profession de psychologue. Alors ça par contre, c'est intéressant ce soir d'en débattre et savoir surtout à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a un parcours particulier? Est-ce qu'on devient psychologue par un processus un petit peu Deus ex machina, c'est-à-dire ça tombe du ciel? Y a-t-il une formation? Sont-ils aussi utiles qu'on ne le pense? Alors on en parlera, puisqu'il y a entre les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes, il y a toute une série de psys. Et ce soir on va essayer un peu de décrasser tout ça ensemble. En plus aujourd'hui je suis gâté, parce que en matière de psy, j'en ai pas mal sur le plateau aujourd'hui. On va commencer par la première. Karine Bonne, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'être présente. Vous êtes psychologue, vous exercez en milieu hospitalier. Exactement. Très bien. Et vous, Cédrine Oucan, psychologue et neuropsychologue. Oui, je travaille en établissement médico-social Oui. auprès des enfants en situation de handicap, puis auprès des adultes aussi traumatisés crâniens. Parfait. Marilyn Patol-Marie, bonsoir. Merci Cédrine. Marilyn, on a eu déjà l'habitude de vous voir sur notre plateau. Vous êtes psychologue et vous exercez plutôt dans un cadre libéral, c'est ça? Oui, après avoir longtemps exercé en milieu hospitalier et en institution pour toutes sortes de publics, j'exerce maintenant uniquement en libéral. Très bien, voilà, vous voyez, on a tout un champ d'exercice, et ça va être intéressant. N'hésitez pas dès maintenant, 05 96 71 27 07, vous nous appelez dès maintenant si vous avez des questions à poser, à savoir un peu quelles sont les indications pour consulter un psychologue. Est-ce que vous avez peut-être aussi des choses à nous reprocher, puisque là, pour une fois, je ne suis pas tout seul. Il y a des choses peut-être, parce qu'on ne fait pas nos métiers tous de la même façon. C'est le moment d'en parler et puis surtout de mieux connaître une profession qui n'est pas toujours connue. J'en veux pour preuve, vous savez, le samedi, mon petit hobby préféré, mesdames, c'est de regarder ces fameux SMS qu'il y a sur le quotidien parce que c'est aussi une façon de savoir un peu ce que pensent les gens. Et puis, comme par hasard, un petit peu en amont de cette émission, que lis-je? Eh bien, une dame, une actrice qui dit qu'avec tant de psys dans le monde, avec tous ces psys qui frétillent de partout, le monde ne s'est jamais porté pourtant aussi mal. Et elle met 3 points d'exclamation. Donc c'est pour dire en fait, mais à quoi ils servent? À quoi servent-ils? Et c'est bien de ça dont on va parler. Est-ce que vous avez l'impression, vous allez parler successivement, qu'il y a une utilité sociale dans cette profession? Est-ce que ça sert à quelque chose, le psychologue? Puisqu'il faudra répondre tout de suite à madame. Est-ce que, par exemple, il y a un lien entre la réduction de la souffrance, peut-être pas celle du monde, et le métier? En tout cas, c'est souvent ce qu'on attend de nous. Oui. C'est-à-dire qu'il y a souvent une vision répandue du psychologue qui va apporter des solutions avec sa baguette magique, mais oui. Malheureusement, il n'en a pas. Oui. Et donc, c'est une des attentes vis-à-vis des psychologues. Donc, en fait, vous lisez ça comme étant peut-être une attente parfois surdimensionnée, parce qu'elle dit le monde ne s'est jamais porté aussi mal et pourtant il y a des psys à tir à larigot. Alors moi j'ai tendance à dire lors des premières rencontres que je ne suis pas un médicament. C'est pas on prend un petit peu de Madame Ouka une fois par semaine qu'on sera guéri après une semaine on est guéri, c'est bon. Oui. Donc il y a un travail interactif. Oui, c'est ça. Je ne suis pas là pour apporter des solutions. On travaille ensemble et voilà. Donc si, je sais pas, on n'est pas les médicaments. Donc forcément le monde va plus mal. Oui, le monde va mal. Forcément, on est là pour justement aider à essayer que les personnes se sentent mieux. Oui.
On en parlera et surtout comment vous faites, comment cela se passe. Et vous, Marilyn, est-ce que vous avez le sentiment que est-ce que vous pouvez répondre à ce doute de cette personne qui dit pourtant le monde va bien mal et pourtant il y a beaucoup de psy? Je crois que la profession est de plus en plus visible, c'est vrai. Donc il y a certainement une majoration des attentes. Mais depuis le temps que j'exerce, c'est vrai que je pourrais être d'une certaine façon d'accord avec cette dame qui dit qu'il y a une inflation au niveau des pathologies. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses, des choses qu'on entend, des choses surprenantes. Il faut dire aussi qu'autrefois, l'information n'était pas aussi bien répandue. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook. On n'était pas au courant en temps en heure de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Et il y a maintenant une surcharge d'informations avec les médias qui passent en boucle tout le temps. Et donc, on peut avoir ce sentiment qu'il y a effectivement cette espèce de surenchère de la pathologie, de la maladie mentale. Mais c'est parce qu'il y a aussi plus d'informations. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que les psychologues créent les maladies, puisque maintenant, les gens avant faisaient sans psy quand même. Enfin, ma pauvre mère, il y a une trentaine d'années, ses souffrances, elle n'avait peut-être pas forcément un psy qui sous une page jaune à retrouver. Est-ce que c'est pas la venue de cette profession qui a apporté aussi un certain nombre de maladies, qui fait que maintenant, allez, pour la moindre situation, tout de suite ma page jaune, mon psy? Alors moi j'ai envie de dire, dans ces cas-là, est-ce que c'est parce qu'il y a des médecins qu'il y a des maladies? Oui. Les maladies étaient là. Sauf qu'avant, on ne les connaissait pas. Donc, c'est la neuropsychologie, c'est exactement ça. Oui, exactement. Ça tombe vraiment dans le vif du sujet. Les maladies étaient là, sauf qu'on a appris à les connaître et on a appris à les soigner. Donc, en fait, les pathologies, elles ont toujours existé, sauf qu'effectivement, les gens n'allaient pas voir parce que, on ne connaissait pas. Il a fallu se former, il a fallu apprendre, étudier, rechercher et trouver, en fait, avec les chercheurs, des moyens pour pouvoir créer une profession qui puisse répondre aux pathologies. Alors, de cette profession, on va commencer à en parler. Être psychologue, comment on y devient, comment on y accède à ce métier, quel est le parcours qu'il faut pour être psychologue et puis après aussi surtout neuropsychologue aussi. Ce serait intéressant d'en parler. Alors Karine, ou Marilyn ou Cédrine, alors chacune non. Karine. Donc alors c'est important de préciser parce que nous entendons souvent dans le discours du commun des mortels, ou pas besoin de faire l'étude pour psychologue, oui. Non plus psychologue qui psychologue là. Voilà. Donc c'est un métier qui est réglementé. Qui est réglementé. Le titre est protégé par la loi. Je crois que c'est très important de le préciser. C'est aussi une sécurité pour les personnes, les usagers, bien entendu. Absolument. Et il est important de préciser. Alors moi, j'aime bien insister sur le fait que le psychologue, il n'est pas que pour soigner et qu'il est surtout là d'abord pour étudier, comprendre, analyser, donner du sens. Et, même si nous avons tendance à focaliser sur le soin, mais c'est déjà important de préciser que c'est une profession non médicale, non paramédicale, qui n'est pas une profession de santé. Mais elle est où alors? Parce qu'elle n'est pas médicale, elle n'est pas paramédicale, c'est pas une profession de santé, où est-ce qu'on la mettrait? Mais on l'étudie. Alors justement, elle est étudiée à l'Université des sciences humaines. Donc c'est à côté de la philosophie, la sociologie, les sciences du langage. Et elle nécessite une formation universitaire de 5 ans minimum, je dis bien minimum, parce qu'en général, les psychologues se spécialisent, Absolument. Ils font des diplômes, ils acquièrent des diplômes pour pouvoir augmenter leur expertise. Alors, vous dites, Karine, il faut des diplômes, mais de quel type de diplôme? Est-ce qu'il y a des titres? Est-ce qu'il y a des diplômes particuliers pour être psychologue? Alors déjà, pour pouvoir prétendre au titre de psychologue, il est nécessaire d'avoir une licence, un Master 1 et un Master 2 de psychologie. Et c'est l'une des difficultés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent avec un Master 1 de psychologie ou une licence, mais qui n'ont pas accès à l'usage du titre, parce qu'il faut vraiment un parcours, long. Donc il faut un parcours long
licence Master 1 Master et Master 2. À mon époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Non, hein, moi non mais- plus. À mon époque, Alors, la tienne non plus. J'avais même On disait rajouté- DESS. voilà. J'avais même rajouté, parce que c'est ce qu'on nous avait dit, nous, quand on était en Master 2, que le Master 2 ne donne pas le titre Tout à de fait. psychologue. C'est important C'est-à-dire de préciser ça. vous pouvez avoir le Master 2 de en psycho, mais pas le titre. Tout à Donc fait. il faut que ça soit validé par le mémoire, par le stage, par les avis des autres professionnels qui nous ont vus. Alors, ce qui était surtout, il me semble, dit que parce qu'il y a des universités, c'est important de le préciser, qui offrent le Master 2 à des étudiants qui n'auraient pas fait le cursus antérieur, c'est-à-dire licence Master 1, et ces personnes qui ont, notamment par exemple dans la psychologie du sport, fait un Master 2 de psychologie du sport, ne peuvent pas devenir psychologues, parce qu'ils n'ont pas fait le cursus licence, Master 1 et Master 2. Je crois que c'est très important de préciser parce qu'en fait, nous sommes là aujourd'hui justement pour dire qui est psychologue et qui ne l'est pas. Mais alors, comment on peut justement après, comment on trie tout ça? Parce que comment, pour prendre une phrase biblique, trier le bon grain de l'ivraie? Parce que il faut après que quelqu'un valide, l'université donne les diplômes, mais après, qu'est-ce qui nous permet de dire celui-là est autorisé, celui-là n'est pas autorisé? Y a-t-il une liste? Y a-t-il quelque chose qui permet ça? Ben justement, là, il y a la liste Adélie. Après avoir eu notre titre de psychologue au niveau de l'université, on est invité grandement à se diriger vers l'ARS en fait, où on est censé travailler et nous inscrire donc sur la liste Adélie qui va vérifier nos diplômes et qui va nous donner à ce moment-là un numéro. Donc chaque personne, chaque psychologue en fait qui est reconnu par l'ARS est un bon psychologue. Donc le téléspectateur qui nous écoute, Il a eu la formation. Il a eu la formation et c'est-à-dire c'est que, éprouvé. voilà, il est validé donc Voilà. surtout dans sa profession par l'autorité à qui on a conféré ce droit. C'est important de le dire parce que une des exigences que l'usager peut avoir, c'est de nous demander quel est votre numéro d'Adélie, par exemple. Oui. Hein, je crois que c'est important de rappeler que les usagers ont des droits. Et qu'ils peuvent aussi, au même titre que les autres professions, cette fois-là médicale et paramédicale quand même, demander est-ce que cette personne, est-ce que vous avez votre numéro d'Adélie, lequel, ça permet peut-être d'éviter les charlatans, parce qu'il y en a pas mal de charlatans, je ne dirais pas dans la profession, mais dans ce secteur. Il y a beaucoup, moi je regarde toujours dans le quotidien, samedi il y a plein de personnes parapsychologues, psychologues qui peuvent garder des affaires, regarder un peu qui peuvent vous ramener vos épouses, vos conjointes et tutti quanti. Est-ce que c'est pas non plus des gens qui font une concurrence est-ce que vous vous sentez menacé par ces personnes qui arrivent quand même à publier leur profession et qui captent certainement une clientèle qui ne vient pas vous voir? Ça dirige tous vers Marilyn. Oui, parce que ça, effectivement, les personnes qui sont à l'hôpital, c'est sûr que les gens, ils n'ont peut-être pas le choix. Je vous comprends bien, Karine et Cédrine aussi, lorsqu'ils sont à l'institution. Mais en libéral, est-ce qu'on n'est pas dans une concurrence un peu déloyale lorsque on se retrouve avec des gens qui ont des titres très pompeux, mais qui captent une clientèle qui en a besoin? C'est-à-dire que le vocable psy ou psycho est souvent utilisé par pléthore effectivement de gens avec des choses très fantaisistes parfois derrière, psycho ceci ou psycho cela. Ça trompe effectivement les gens. Mais bon, parfois ils peuvent tomber sur des gens assez honnêtes, qui rectifient les choses. Et puis parfois ils tombent effectivement sur des gens qui laissent planer le doute. Alors oui, bon, ce n'est pas le mot concurrence, parce que le problème c'est que c'est au préjudice du patient. C'est surtout cela.
C'est surtout le préjudice du patient parce qu'après, quand il se rend compte au bout d'un moment qu'il y a peut-être eu erreur sur la marchandise, mais est-ce qu'il s'en rend compte? Parce que le patient, pas toujours, il ne s'en rend pas toujours compte. Il ne s'en rend pas toujours compte et peut parfois avoir des parcours très longs avec telle ou telle personne. Bon, bah, écoutez, il appartient peut-être aux instances, à l'association de faire un peu le ménage. Nous n'avons pas d'ordre des psychologues, malheureusement. Ça, ce sont des débats peut-être qui doivent agiter. Vous êtes favorable, vous, pour ce qui vous concerne, à ce qui est un ordre des psychologues? Je suis favorable à ce qu'il y ait effectivement un cadre plus clair qui protège le titre et la profession. Alors, ça peut s'appeler... je vous vois tout d'accord, là. Vous êtes d'accord? Ça peut s'appeler autrement, je ne sais pas, parce que le mot ordre impliquerait certainement un certain nombre de choses. Pourquoi il faudrait qu'il s'appelle autrement, puisque ça va bien aux architectes, aux infirmières et aux médecins? Pourquoi les psys ont besoin? Les infirmiers vont plus avoir d'ordre. Pourquoi les psychologues, encore eux, souhaiteraient avoir un autre mot pour ordre? Ça dérange? Non, ça se discute. Ça se discute. Ça dépend de ce qu'on met dans le mot ordre. Si le mot ordre signifie une réglementation avec, par exemple, la sécurité sociale, ce sont des débats qui agitent la profession depuis plus de 50 ans. La France est l'un des derniers pays, il me semble, en Europe à ne pas être conventionné. Donc ce sont des débats. On peut être pour ou contre, ça ce sera encore l'occasion de notre débat, mais avec d'autres confrères. Je pense surtout qu'il faut réglementer la profession et éviter les dérives, parce qu'il y arrive souvent des dérives dans des choses un petit peu particulières, des dérives sectaires, etc. Comment justement? Qu'est-ce que vous proposez, puisque vous êtes des praticiennes de longue date maintenant? Qu'est-ce que vous avez? Vous militez dans des organisations. Elles ne sont pas professionnelles, mais elles sont quand même paraprofessionnelles, puisqu'il y a l'association des psychologues de la Martinique. Quelles sont les propositions qui peuvent être faites pour réglementer? Cédric, vous me disiez déjà, par exemple, sur les pages jaunes, il y a quand même... Oui, sur les pages jaunes, j'y suis aussi. Donc, sur les pages jaunes, il nous est demandé de fournir notre numéro ADELI chaque année pour justifier de notre présence dans la catégorie psychologue. Très bien. Ça, c'est déjà une avancée énorme, puisque effectivement, et à un moment donné... Et ça a donné des fruits. Sur les pages jaunes actuellement, Cédrine, uniquement des personnes qui seraient vraiment psychologues. C'est-à-dire, sous le titre psychologue, ce sont des personnes qui ont donné leur numéro ADELI. Oui, pour moi, qui sont validés. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, parce que moi, ça a failli m'arriver l'année dernière, c'est que je n'ai pas eu le temps, je prenais du temps pour le donner. Ils m'ont dit, faites attention, on va vous mettre en psychothérapeute. C'est-à-dire que vraiment, sont dans la partie psychologue, vraiment que ceux qui ont fourni aux pages jaunes en temps et en heure. C'est une démarche que l'association a portée, ou c'est France Télécom? Qu'est-ce qui gère les pages jaunes encore? Pages jaunes. Les pages jaunes, ouais. Pages jaunes. C'est eux qui ont mis cette réglementation, ou c'est à l'initiative des psychologues eux-mêmes? Je ne sais pas trop si c'est exactement à l'initiative de l'association, mais je sais qu'à un moment donné, comme nous essayons de créer notre annuaire de psychologues, nous avons interpellé les pages jaunes à un moment donné pour leur dire, est-ce que vous avez vérifié que toutes ces personnes ont leur numéro ADELI? D'accord. Et donc depuis, c'est vrai que, parce que moi je suis passée d'une année où on m'a rien demandé à l'autre année où on m'a demandé, et à partir de là... Madame Ouka, présentez votre numéro ADELI. Chaque année. Très bien. Donc ça change. Donc ça change, et ça permet surtout là aussi de trier un peu, quoi. Parce que au moins dans la rubrique psychologue, il n'y a que des personnes, et ça c'est important de le repréciser aux usagers potentiels, en souhaitant qu'ils n'aient pas besoin de nous évidemment, mais les usagers potentiels ont la certitude que les personnes qui sont sous les pages jaunes sont des psychologues en titre et validé par l'ARS. Ceux qui sont en institution aussi, bien entendu. Au moment du recrutement, l'employeur exige aussi le numéro ADELI et la présentation des... Bon, là, ça commence à s'arranger, la profession. On commence à mettre de l'ordre là-dedans, sans ordre. Sans ordre. Sans ordre. Le problème, c'est ceux qu'on nomme psychologues. Voilà, c'est ça. Le problème, il est là. Il n'est pas au niveau des psychologues eux-mêmes qui sont protégés par un titre, un cursus, mais c'est toute cette nébuleuse de la psychothérapie
avec thérapie. Et de Ah thérapie oui, mais il y en a tout court, beaucoup. Mais eux aussi utilisent. Leur fond de commerce, c'est la souffrance psychique. Moi, je sais que les gens qui vont les consulter sont réellement des gens qui sont en souffrance et qui vont chercher une réponse. Est-ce que ce ne sont pas des gens qui échappent à la profession dont c'est la mission? Oui, certainement. Sauf que j'ai envie de dire, à un moment donné, ces personnes seront amenées à rencontrer, en général, nous rencontrons des personnes qui sont déjà passées dans ce filet-là de psychothérapeute et de thérapeute et qui font bien la différence le jour. Parce qu'en fait, la psychologie, quand même, que nous sommes les professionnels qui sont quand même porteurs, qui ont la connaissance de la psychologie, ça reste nous. Et quand la personne va pour juste traiter un symptôme, une difficulté, et qu'elle est face à quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la structure psychique, des troubles mentaux, et des fois la personne peut être encore plus mal. Alors, même si au départ il y a un sentiment de mieux-être, mais comme le problème n'a pas été abordé avec le temps qu'il faut, parce que c'est vrai ce qui va plaire chez le client, c'est la rapidité. On est dans un monde où les gens veulent tout de suite. Tout de suite. Ça fonctionne. Et les psychologues, c'est long. Et le psychologue, c'est 2, long. 3, 4, 5 séances, parfois une année. Mais bon, de toutes les façons, le mal va rattraper la personne. La personne avant qu'elle a eu le sentiment à un moment donné, parce qu'il y a toujours ce côté un peu magique qui est présenté. Les gens viennent me dire, ah oui, j'ai vu un thérapeute en deux séances, c'est ça, tout a été réglé. Sauf que ils ont souvent exposé leur psychisme à des personnes qui n'ont pas la connaissance du psychisme et des fois le cas peut s'aggraver. Donc, au mais bout est-ce d'un que vous moment, communiquez? C'est vrai qu'à l'occasion d'une émission comme celle-là, c'est l'occasion de dire aux gens, attention, trop pressé par café, j'ai ouvert. Donc, on dit, c'est l'expression qui irait. C'est-à-dire toutes ces machins thérapies-là que vous prenez comme si vous alliez dans un supermarché pour acheter je ne sais quoi. Attention, ça peut faire des dégâts. C'est ça? Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher vous voyez, je me retire. Aujourd'hui, je ne suis pas psy. Dans l'histoire, je suis l'animateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher de manquer de technique, justement? Et que pour ça, la nature ayant horreur du vide, les gens se retournent vers des gens qui leur fournissent. Est-ce que c'est pas parce que vous n'avez pas assez de techniques rapides parce que les gens aiment des thérapies brèves, ils aiment des choses comme ça? Mais même dans les thérapies brèves, il y a un temps. Il y a un temps, et le psychologue est quelqu'un qui va accompagner la pensée, qui va accompagner la remise en question. Si on attend une recette magique, c'est vrai qu'on peut être déçu. Même si de temps en temps ça peut nous arriver devant des situations d'urgence d'avoir justement, je suis bien placée pour le savoir, et que justement quand on se précipite, la précipitation, tu viens de le dire toi-même en créole, n'a jamais rien amené. En tout cas, on risque de passer à côté de beaucoup de choses et de passer surtout à côté du sens. Quelqu'un qui arrive avec sa souffrance, il faut que ça fasse du sens, il faut que le symptôme est en train de nous parler de quelque chose, et notre rôle c'est aussi de l'aider à aller au cœur du symptôme et à comprendre de quoi ça parle. Maintenant, les techniques, le psychologue a aussi des techniques, il a aussi une technicité, il a des tests, il a des pratiques, il a des outils qu'il peut utiliser très bien pour l'aider effectivement à poser un diagnostic, mais c'est surtout quelqu'un qui doit aider l'autre en face à mettre du sens et à comprendre ce qui se passe. Autrement dit, les packages, la thérapie, machin, il n'y a pas beaucoup de sens, quoi. C'est un package, mais les gens, ils n'arrivent pas forcément, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, à comprendre les causes. Donc il peut y avoir un risque de récidive, de rechute ou de réapparition du symptôme. Parce que leur objectif, c'est pas de donner du sens et de la compréhension, c'est de lever le symptôme. Oui. Nous sommes dans une autre démarche. Mais est-ce que quand ils enlèvent le symptôme, ils partent? C'est-à-dire, mais quand le patient a un symptôme, il se déplace. Ah, c'est important de le dire, ça. Et il se déplace où, alors? Il va où? Il va où le symptôme? Prenons le cas d'une bonne vieille phobie. Oui. Et précisez, alors là, vous expliquez à mes chers téléspectateurs que je chéris tant ce que c'est qu'une phobie. Une phobie, c'est une peur irrationnelle, sans cause apparente, même si par exemple, peut être de la foule, par exemple, tu me mets une souris sur la table, nous pouvons toutes nous retrouver sur la table. Voilà. La claustrophobie, par exemple. Beaucoup de patients ils ont peur de l'avion, ils ont tout ça. Voilà, ce sont des phobies bien particulières pour lesquelles
il y a parfois des thérapies cognitives qui fonctionnent très bien, avec des techniques justement, donc dans des déconditionnements progressifs. Mais on n'a pas besoin d'être psychologue pour utiliser ces thérapies. Bref, c'est rapide. Alors, moi, j'ai une idée très précise sur la question. Je pense qu'il faut quand même être psychologue, parce que justement, à cause de ce déplacement du symptôme, parce que je n'aurais plus peur de l'avion, je n'aurais plus peur de la souris, mais j'aurais peut-être peur d'autre chose, d'un fil simplement posé, quelque chose de très discret posé. Et de mon conjoint, pas carrément, ce qui pourrait avoir encore plus de... Voilà, et il faut bien comprendre ce que ça fait sens. Donc, je crois qu'il faut quand même avoir connaissance de la structure, de la structure psychique pour comprendre. Pareil, quand on a un syndrome physique bien caractérisé, dans le cadre de trauma crânien, pour aller un petit peu sur son terrain, bon, il y a des outils, on regarde, mais après, il faut accompagner ce symptôme dans le sens qu'il prend dans la famille, dans la vie, dans la reprise de la vie. Il n'y a pas que l'aspect technique ou somatique. Donc, c'est pour ça que je dis que tout est une recherche de sens. C'est essentiellement cela. Donc, je pense qu'il vaut mieux quand même avoir une bonne connaissance de la structure psychique pour pouvoir accompagner, parce qu'on ne sait pas quoi on touche parfois. On rappelle aux téléspectateurs, même si j'imagine qu'ils sont attentifs à toutes ces explications que vous donnez, que vous avez la possibilité de nous contacter au 05 96 71 27 07. Téléspectateurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, on vous entend, on vous écoute et on aura surtout beaucoup de plaisir à vous recevoir sur le plateau. Alors, d'accord, il faut connaître la structure, le psychologue va aider à comprendre un petit peu la structure psychique et évitera, si j'ai bien compris, le déplacement du symptôme. Mais on pourrait vous dire, mais enfin, d'autres professions connexes le font, notamment les psychiatres. Les psychiatres sont des médecins. Ah oui, mais quelle est la différence? Il y en a qui... quelle est la différence? Moi, il y en a un qui donne des médicaments. Il y en a un qui donne des médicaments. Les psychologues ne prescrivent pas. Donc ne prescrivent pas de médicaments. D'accord. Ne prescrivent pas de médicaments. Mais les psychiatres peuvent traiter, peuvent accompagner, peuvent comprendre les structures psychiques comme vous, les psychologues. Alors, c'est pas la même formation. Donc, le psychiatre, c'est un médecin qui va se spécialiser en psychiatrie, tandis que le psychologue, il se spécialise pas en psychiatrie, il est spécialiste de la psychologie. Donc, même si ce sont des disciplines qui se retrouvent, mais nous ne sommes pas sur le même champ. Et le psychiatre, souvent, nous, psychologues, nous pouvons demander à un patient ou conseiller à un patient aussi d'avoir un suivi psychiatrique, parce qu'il va agir sur tout le côté moléculaire, parce que souvent, quand on est vraiment dans des troubles psychiatriques, dans la maladie mentale, il y a aussi des dérèglements au niveau des neurotransmetteurs, des molécules. Donc lui, il va agir sur l'aspect somatique de la maladie. Et pour la dépression, par exemple, il est essentiel que souvent que le patient puisse être aidé par cette béquille chimique. Mais nous, psychologues, on ne va pas aborder la maladie sur cet aspect-là. On va étudier la psychogénèse, donc en fait les origines du trouble, de la souffrance, de point de vue psychique, comme disait Maëline, le sens qu'il peut y avoir. Et avec un accompagnement qui est quand même, où on peut offrir un espace-temps, un espace de parole. Bon, le médecin, il n'a pas toujours le temps. Je pense que ce que le psychologue offre, vous avez plus de temps que les c'est précieux. Le psychologue offre du temps. Je crois que ça, c'est une notion. Mais ça a un coût, ça, ce temps. Vous devez coûter cher, vos institutions. Là. Quand vous leur dites attention, il nous faut du temps, là où on a besoin surtout maintenant, de coter les actes. Alors, vous n'êtes pas en porte-à-faux à l'hôpital, par exemple. Mais à l'hôpital, on n'a pas le les temps. Les actes ne sont pas cotés, heureusement, pour l'instant. Mais de toutes les façons, c'est aussi notre combat de psychologue d'aller à contresens comme je dis, de cette notion de rapidité, de fast. On parle du fast-food, mais il faudrait être fast partout. Fast-care, on va utiliser fast-care. Fast-care, voilà, exactement. Et de toutes les façons, c'est à nous de pouvoir défendre. Alors, j'ai envie de dire que la chance que nous avons quand même en institution, c'est quand même si il pourrait y avoir une forte pression, nous avons quand même cette autonomie très importante. On a l'impression même d'ailleurs des fois que vous êtes des électrons libres un peu, dans les institutions, dans des lieux, on se dit mais
sont un petit peu barjots, ils sont dans leur monde. Et vous tenez beaucoup à cette autonomie. Est-ce que c'est parce que ça vous donne une marge d'exercice et vous exonère du contrôle, y compris social? C'est quoi cette quête d'autonomie et ce culte de l'autonomie que fait le psychologue, notamment les institutions? Alors déjà, il faut se dire que le psychologue a comme mission dans son code de déontologie de défendre justement cette notion d'autonomie psychique du sujet. Oui. Donc, comment nous pourrions défendre cette notion d'autonomie psychique du sujet, de la personne, où nous pourrions être là pour être le garant, le défenseur de cette notion d'autonomie psychique, si nous-mêmes nous serions enfermés dans un camp institutionnel qui guide notre parole, voilà. C'est ça. Mais c'est un privilège extraordinaire que vous avez parce que ça dépend où. Ça dépend où. Cédrine, on aimerait bien vous entendre là-dessus. Non, parce que effectivement, donc en hôpital, on n'a pas vraiment le même problème au niveau des temps, au niveau des choses comme ça. Au niveau médico-social, ça commence à devenir beaucoup plus difficile parce que on est certes dans notre autonomie allaitant et tout ça, mais la Sécu met une pression importante sur les structures et il nous faut donner le nombre de séances. C'est-à-dire qu'on a fait un bilan, il faut dire exactement le nombre de séances qu'on va vouloir demander à la Sécu, en espérant que quand on arrive au bout des 30 séances, ce soit bon. Ben non, c'est pas bon. Donc il faut demander à 20 séances, bon ben on veut prolonger, même si on ne sait pas encore pour combien de temps, pour être sûr que la personne ne va pas, entre guillemets, perdre sa place. Donc c'est un petit peu... Donc vous êtes déjà dans le contrôle social. On est dans un... Voilà, on est dans des raisons économiques, la Sécu commence à mettre un peu son nez dedans, quoi. Oui. Au niveau c'est pas plus mal parce que ça maîtrise les dépenses de santé, puisque vous me dites que le temps, il vous faut du temps, parfois d'un an, ça va peut-être vous coûter cher quand même, donc c'est peut-être une façon de contrôler tout ça, non? Est-ce que le bien-être ne mérite pas un investissement parce que quand vous pensez ça, Karine? Ben oui, mais je vois que les personnes n'ont pas de difficulté à investir dans tout ce qui est esthétique, tout ce qui est... moi, ça me fait rire souvent quand on dit même le psychologue c'est cher. Je dis mais quand tu vas chez la coiffeuse et que tu vas payer des extensions, alors c'est vrai que pour le paraître... ça peut être aussi intéressant. Mais là, nous travaillons plus en profondeur. Je pense que c'est... En général, quand même, les personnes qui expérimentent ne se plaignent pas du prix. Du prix. C'est plus celles qui hésitent à frapper à la porte du psychologue. Mais je pense que les personnes qui expérimentent et qui voient le bien que ça leur apporte, elles pensent bien que ça mérite, qu'elles méritent, mais il faut déjà avoir suffisamment d'estime de soi pour se dire je vaux bien aussi cet investissement dans mon mieux-être, dans une meilleure connaissance de qui je suis. Voilà. Et sur le coût, parce que vous êtes directement vous confronté en libéral à la question du coût, parce que au moins là, à l'hôpital ou à l'institution médico-sociale, ils ne payent pas directement, c'est la mère Sécu qui paye. Mais là, quand ils payent directement, est-ce que vous avez eu des réactions sur le coût? Est-ce que les gens... C'est important de dire effectivement que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Ça, c'est très important. Et c'est là justement la liberté de l'être et son autonomie, son investissement. Et effectivement, l'idée qui se fait de sa personne que de se dire, bon, je vais aller payer tant pour m'asseoir dans un divan de psy ou m'allonger sur un divan pour parler de moi. Maintenant, les coûts sont libres. On ne peut pas, c'est pas réglementé, donc vous avez une palette très large du moins cher au parfois très très cher. Mais sur quels critères peut-on justement passer du moins cher? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de réglementer? Parce que chez les médecins, par exemple, c'est réglementé. Oui, mais on voit bien que leur réglementation les amène dans la rue en ce moment. Oui. Donc...
Ah ben oui, ils sont durs, mais on répond sans même Non, et certaines puis règles. quand j'entends Cédrine parler, pour avoir eu un passif institutionnel il n'y a pas encore si longtemps, de toutes ces évaluations, de tout ce qu'on demande, de nombre de séances qui n'ont aucun sens face à la souffrance, c'est vrai que on peut se demander jusqu'où va la logique de la réglementation, jusqu'où va la logique de l'évaluation. On parle beaucoup de toutes sortes de démarches qualitatives avec beaucoup de grands cycles qui veulent dire finalement exactement la même chose pour tout. Excusez-moi d'être un peu critique, mais j'ai fait le tour un petit peu de tout cela. Donc, effectivement, la liberté a un coût, la liberté a un prix, on le paye. Oui, mais quand on parle du coût, on provoque aussi des inégalités. Parce que vous devenez de plus en plus... si les coûts sont variables et variables plutôt vers le haut, ça écarte les gens du soin psychologique. Alors, il m'arrive de recevoir des gens qui sont des gens à la CMU, par exemple, qui n'ont pas les moyens, mais qui décident sur 1 ou 2 séances de se donner le droit de réfléchir autrement. Alors, il appartient peut-être au psychologue à ce moment-là, sachant que l'être en face est parfois un petit peu démuni, de lui pointer assez rapidement un certain nombre de choses pour lui permettre après d'aller plus loin dans un circuit effectivement de l'État où il n'aura pas à payer. Mais pour cela, il faut de l'amorce parce qu'effectivement, il faut qu'il sente en peut-être 2 séances qu'effectivement, il faut qu'il aille plus loin, il faut qu'il aille réfléchir sur lui-même. Donc, c'est un exercice qui n'est pas simple, parce qu'il faut effectivement, on parlait de thérapie brève, c'est pas de l'ordre de la thérapie brève, mais il faut très vite faire une amorce et aider la personne à avoir comme ça une thématique de lui-même pour lui permettre d'aller plus loin. C'est vrai que c'est pas facile. Donc le coût, apparemment, le coût du psychologue ne serait pas une barrière, quoi. Non, le coût du psychologue n'est pas une barrière. Alors maintenant, si effectivement on part sur 30 séances, ça peut être une barrière, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est pour ça que... Et les tarifs ne peuvent pas être dégressifs, allez, je laisse un bout de tac comme ça. Et si je paye 30, je paye le même prix que si je payais 2. Mais non, je ne suis pas, au marché où on va faire 4 chèques, 5 chèques, 6 chèques. Et bon, ce n'est pas la même chose justement. Il faut payer de soi aussi quelque part. Hein. Il faut payer de soi pour qu'on accepte de comprendre. Parce que très souvent aussi, là encore, j'ai longtemps travaillé en hôpital et en institution. Quand vous ne donnez pas de votre personne, vous n'avez guère envie de bouger. Hein. Moi, je vois des patients qui bougent parfois en 2 séances parce qu'ils savent qu'ils ont peu de temps, peu de moyens et qu'il faut qu'ils appliquent vite ce qu'ils ont compris et ça marche. Ça marche. Donc, et parfois en institution, nous avons des patients qui font de la récidive et du nomadisme thérapeutique et qui n'appliquent rien du tout parce qu'il y a une prise en charge, il y a donc une notion de dépendance, il y a une absence d'autonomie dont parlait Karine tout à l'heure. Donc, ça, tout se discute, beaucoup de choses se discutent. Vous n'échapperez pas à la question personnelle qui consiste à vous dire pourquoi vous avez choisi ce métier déjà. Je ne sais pas. Toi, Karine, allez. Toi, Cédrine. Cédrine, d'abord. Alors, moi, vraiment, rien à voir avec la psychologie au départ, parce que je voulais être médecin. Ça n'a rien à voir, c'est pas un petit peu... Au départ, c'était médecin biologiste, donc vraiment rien à voir avec la psycho. D'accord. Et je suis tombée sur une bonne neuropsychologue qui est à la douleur. Hein, donc, et en fait, elle m'a donné goût. Donc, je me suis dit, allez, neurochirurgien. On va en médecine, neurochirurgien. Et puis, bon, finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis partie à Bordeaux, puisque c'était par là que les universitaires les universitaires de médecine allaient soit à Bordeaux, soit à Paris. Donc, je suis allée à Bordeaux pour faire neuropsy. Donc, dès le début... Donc, au début, c'était neuropsy, mais c'était pas psy, quoi. C'était neuropsy. Pourquoi neuropsy, d'ailleurs? Alors, les neuropsychologues sont des psychologues. Oui, mais... On a la même formation. C'est juste la Master 2 qui change. Et encore, ça dépend des universités, puisque à Bordeaux, c'est un master de psychologie clinique, psychologie clinique, option neuropsychologie. D'accord. Donc, on est dans la psychologie. Mais pourquoi cette option, alors, parce que vous auriez pu être option, je ne sais pas, gérontologie, tiens, par exemple. Je m'étais mis ça en 2e choix, si jamais... Donc, c'est un fait de hasard, une rencontre avec une neuropsy, et puis après... Et un amour dans la neuropsy, un amour du cerveau, en fait. D'accord. Le cerveau m'a appelé, donc je suis restée dans le cerveau. Dans le cerveau. Tout en n'oubliant pas l'humain.
Ah bah oui, c'est ce que j'allais demander, parce que est-ce qu'en se cachant derrière le cerveau, on n'occulte pas tout ce qu'il y a derrière? Après, je suis scientifique, donc il me faut des... La psychologie, au début, ça me paraissait trop subjectif. Donc, je n'avais pas vraiment envie d'être dans le subjectif. Je suis scientifique, il faut que les choses soient carrées. Alors, vous êtes en train de me dire que ceux qui ne sont pas neuropsychologues restent un peu dans la subjectivité. C'est pour ça que je vous ai dit au début, quand on commence, c'est qu'on se dit la psychologie, allez, on y va, mais bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis finalement, on voit bien qu'on est dans de la recherche, on est dans le scientifique, même quand on n'est pas neuropsychologue. Même quand on n'est pas, parce qu'on a une démarche scientifique, même quand nous faisons des hypothèses, nous vérifions nos hypothèses. Je suis désolée, mais c'est la démarche scientifique. Donc ce ne sont pas que des littéraires qui sont psychologues. Vous en êtes une preuve vivante. Et vous, Karine, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier? Je pense que depuis le plus longtemps que je puisse retourner dans mes souvenirs d'enfant, je crois que je suis quelqu'un qui a toujours voulu donner du sens à ce que je voyais autour de moi. J'ai ce besoin, cette soif de comprendre et de donner du sens. Donc déjà, ben oui, les personnes qui m'ont vu grandir peuvent dire que j'étais toujours là dans une posture d'observation, d'interrogation. Et puis d'interrogation, si bien que ça embêtait l'entourage, parce qu'elle a toujours demandé mais pourquoi et comment. Et puis, je sais que je ne voulais pas partir dans le jugement, c'est-à-dire que quand j'observais un comportement et qu'on pouvait me répondre, mais non, c'est parce qu'elle est méchante. Moi, depuis petite, je me disais, mais non, c'est pas par méchanceté, il doit y avoir... j'ai toujours eu cette curiosité, je pense, intellectuelle sur le comportement humain. Premièrement. Deuxièmement, je dois avouer que j'avais aussi certainement une aptitude à être dans l'écoute, parce que je me retrouvais à être toujours celle qui écoutait, qui comprenait, qui défendait. D'ailleurs, à l'école, on m'appelait l'avocate. Ah oui. Tellement j'étais toujours dans... ce besoin d'expliquer, Et puis, donc je savais très jeune que j'aurais fait un métier où j'aurais été dans le Quand vous étiez jeune, vous connaissiez déjà ce métier? Non, je ne connaissais pas. Et quand est-ce que vous avez découvert ce métier? Voilà, donc j'ai d'abord rencontré une orthophoniste. D'accord. Et c'est le premier métier que je voulais exercer, en fait. Et puis, dès la première, donc je suis allée à l'époque au CIO, ça s'appelait au CIO. Oui, ça ne s'appelle pas comme ça toujours, non? Oui, c'est oui, je pense que ça n'a pas changé. Ils ont des Master 2, nous avions des DESS, mais CIO, c'est ça. Donc j'allais au CIO, donc comme je disais, toujours très curieuse, donc dès la seconde, je passais mon temps au CIO, et c'est en cherchant les fiches, métiers, tout ça, que j'ai pu découvrir qu'il y avait aussi le métier de psychologue. Mais au départ, je voulais quand même aller faire en orthophonie. Mais à l'époque, il n'était pas aussi réglementé, non? Non, je ne pense pas. Oui, c'est ça. Je ne pense mais vous saviez que... Mais je savais que c'est un métier... Et vous pensiez que vous auriez gagné votre vie avec ça? Parce qu'à l'époque, on disait quand même, oh là là, psycho, machin, c'est le trou, c'est le garage. C'était un combat. Ah oui, alors racontez. donc je disais que je voulais faire orthophoniste. Ensuite, c'est vrai que j'aimais beaucoup la philo. Et mon prof de philo me disait, parce qu'à l'époque je me demandais ce que j'allais faire philo, psycho, mon prof de philo me disait peut-être que tu vas mieux manger en faisant de la psychologie. Okay, très bien. Et je me souviens qu'il m'avait dit ça va t'ouvrir plus de champs que la philosophie qui va te conduire qu'à l'enseignement à l'époque. Et puis, alors là, quand j'ai annoncé que je voulais faire des études de psychologie, c'était pas connu. Mais tu vas faire psychologie, mais il paraît que c'est bouché, qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas de travail, tu seras au chômage, enfin il y a beaucoup de... Et puis pourquoi psychologie? Parce que finalement, vous pensez bien que quand vous allez faire des études de psychologie, ça vient questionner un peu tout... J'ai envie de dire tout l'environnement. Elle va chercher des solutions, qu'est-ce qu'elle veut chercher, qu'est-ce qu'elle veut comprendre. Qu'est-ce qu'elle va chercher dans son propre psychisme. Voilà, maintenant je suis quelqu'un de déterminé, donc je suis partie parce que contre vents et marées, vous avez dit je continue. Oui, non mais moi c'était clair, c'est-à-dire que je n'imaginais pas de tourner vers des études ou une profession qui ne m'intéressait pas. Donc je suis partie, j'ai réussi à convaincre.
Et même pendant le parcours, hein, les gens disaient, même à ma mère, voilà, les personnes disaient, mais comment ta fille fait psycho, enfin bref, elle va pas trouver de travail, enfin toutes sortes de pression, et pourtant je suis revenue, je n'ai pas connu le chômage. Hein. Je crois qu'on est un peu tous pareils. Alors Marilyn, vous pareil, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier, à vous y installer comme ça? Au départ, j'étais pas du tout partie pour ça. Je crois que c'est la découverte de la philosophie en classe de terminale et surtout d'un monsieur qui s'appelait Sigmund Freud, qui m'a complètement scotché, qui mettait enfin des mots sur des questions que je me posais depuis longtemps. Il fait un vieux transfert, quoi. Je cherchais certainement quelque chose. Mais après, quand je suis entrée, je me souviens que ça a été compliqué de s'inscrire en psychologie, c'est aussi un combat à l'époque. Convaincre les parents, comment, ça veut dire quoi, qu'est-ce que c'est, mais c'est des fous, enfin. Donc voilà. Et puis après, tout au long des études, ça a été une découverte permanente qui m'a amenée à l'anthropologie, à la sociologie, ethnologie, et puis ensuite à la neuropsychologie également, parce que j'étais curieuse en fait. Et je crois que c'est ce qui me plaît dans ce métier, c'est que je suis curieuse de l'humain. Et donc, c'est cette curiosité qui me tient après, j'ose même pas dire depuis combien de temps je travaille, hein, mais je vais le dire quand même, plus de 30 ans. Donc, c'est la curiosité de l'humain et le fait de, avec chaque personne, d'avoir toujours l'impression de découvrir et d'être complètement ignorante du psychisme de l'autre. Et je trouve que c'est une profession, quand on la pratique, qui ne peut que vous apprendre l'humilité, parce que chacun est un continent exploré, et même si on a bien sûr des connaissances, des savoirs, des choses, mais il ne faut surtout pas toujours se positionner dans la position du prétendu savoir. Mais justement, à cette question, on vous dit que vous êtes plutôt inaccessible, vous avez un jargon très peu compréhensible que par vous-même. On a un jargon entre nous. Et quand nous parlons avec les autres, on peut rire très fort comme tout le monde. Alors les téléspectateurs peuvent nous dire si vous comprenez bien ce qu'ils sont en train de nous dire, là, les psys qui sont sur le plateau. Parce qu'on vous reprocherait amicalement, hein, en tout cas dans la représentation, que parfois on ne comprend pas. Moi, quand j'entends des fois des psys parler, même en étant moi-même psy de 30 ans comme vous, je ne comprends déjà des fois pas. Est-ce que c'est une façon d'asseoir un pouvoir? C'est quoi ça, cette façon de parler sans qu'on ne comprenne pas? Alors, comme je ne me reconnais pas, je ne me reconnais pas. Personne moi, je peux répondre. Hein. De toute façon, ça n'appartient pas qu'à la psychologie. Hein. La langue de bois n'appartient pas qu'à la psychologie. Il me semble que les politiques la manient aisément et qu'à une époque, on entendait dans tous nos meetings, quand les orateurs prenaient la parole et se mettaient à parler, je parle du politique, il y avait toujours quelqu'un dans la foule, je me souviens, qui dit « j'ai rien compris, mais qu'est-ce qu'il parle bien le français ?» Ah ben c'est peut-être pareil aussi. Pratiquer comme ça l'herméneutique dans le langage, l'herméneutique du langage, oui, ça permet certainement d'asseoir un pouvoir et en tout cas de tenir l'autre à distance. Mais le moment n'est pas venu de vulgariser un peu Il y a beaucoup d'ouvrages de vulgarisation et je dirais même parfois des ouvrages de vulgarisation qui vont dans tous les sens, qui disent tout et n'importe quoi dans une espèce de grande soupe. Ça ressemble aux telenovelas, vous voyez ce que vous lisez dans excusez-moi, mais donc il y en a trop, il y en a beaucoup. Donc je pense que le langage est accessible et parfois qu'il est utilisé par des gens qui n'en connaissent pas vraiment le sens et qui se permettent de lancer des diagnostics comme des anathèmes au visage de l'autre. Donc alors, ça peut être très dangereux. Parmi les représentations erronées, il y a aussi psychologue, moi je ne vois pas fou. Bon, vous entendez ça des fois. Tout le temps. Et ça crée une distance parce que moi pas fou, ça peut provoquer vis-à-vis de l'usager potentiel, parce qu'on est tous potentiellement usagers de la psychologie. Est-ce que comment vous surmontez ça? Comment vous pouvez par exemple déconstruire cette représentation qui peut-être vit encore dans le cerveau de nos téléspectateurs? Cédrine. Moi, c'est vraiment tout est dans la première l'entretien de la première séance en fait. Parce que moi, à la première séance, ma pratique, la première séance, je demande qu'est-ce qu'un psychologue pour toi? Qu'est-ce qu'un neuropsychologue? Alors, déjà, qu'est-ce qu'un psychologue? C'est quelque chose. Qu'est-ce qu'un neuropsychologue? Ils ne savent jamais. Non, ça c'est vrai. Donc,
à partir de là, on arrive à déconstruire certaines choses. Et bon, après, ils me voient, ils savent très bien que... Oui, mais ça, on est dans le rapport singulier avec le patient ou le client, mais au niveau social, vous savez que les représentations, les stéréotypes, on a dans le dur. Tout le monde pense, le plus commun des mortels pense que psychologue égale gens fous, et même que les psychologues seraient fous eux-mêmes. On est fous. J'ai envie de dire, au moins le psychologue connaît sa folie. C'est ça. Entre guillemets. Non, mais je pense quand même que moi, j'ai le sentiment qu'en 20 ans, ça a changé. Les représentations sont quand même déjà en train de changer. On voit des psychologues à la télé. Il y a, comme tu disais, cette vulgarisation de la psychologie. Les gens entendent qu'à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on a mobilisé une cellule psychologique. Oui, donc je crois vrai. qu'au fur et à mesure, quand même, les personnes réalisent que le psychologue intervient pas dans des situations entre guillemets de folie, mais chaque fois qu'il y a de l'humain qui est questionné, il intervient dans la vie intervient dans la vie de tout. Comme Voilà. disait, pour reprendre c'est pas l'admirateur, celui que Marine avait admiré, hein, le psychologue intervient dans la psychopathologie de la vie quotidienne. Exactement. Hein. Mais ça aussi, c'est grâce aux Américains, c'est pas très français. Ils ont donné un sacré coup de main là, pour vulgariser la psychologie, non? Oui, parce que certainement. les Français, ça reste un peu Français... très psychanalyste. Alors justement, quelle est la différence entre un psychologue et un psychanalyste? Marilyn, c'est à vous que je vais poser la question, parce que vous flirtez souvent un peu dans les deux champs. Alors, qu'est-ce qui... Un psychologue peut être psychanalyste, oui. Et un psychanalyste peut ne pas être psychologue. Bon, ça commence bien, la l'explication. On est bien, là on est Alors, bien. Là. Ils sont tous les deux effectivement dans l'analyse et la compréhension de l'humain. Peut-être que le psychologue va raccourcir le nombre de temps autour de patients, va peut-être effectivement donner plus, chercher dans une analyse familiale. La psychanalyse va s'axer vraiment sur l'inconscient du sujet et l'analyse du symptôme, et puis peu importe le temps que ça prendra, les psychanalystes aussi ont toute une formation didactique avec un certain nombre d'heures, une analyse personnelle, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de psychologues vont utiliser la grille psychanalytique, l'analyse psychanalytique pour comprendre, parce que quels que soient tous les détracteurs de la psychanalyse, je trouve que c'est quand même une bonne grille, hein. Comme il y a d'autres grilles... Ouais, que ça ne marche pas quand même chez les autistes. Non, ça ne marche pas chez les autistes, ça c'est clair. C'est la haute autorité de santé qui... Non, mais ça, ayant travaillé longtemps dans l'autisme, je le valide. Mais ça marche pour accompagner les parents de l'enfant autiste quand même. Mais surtout pas le culpabiliser comme ça a pu être effectivement peut-être trop fait. Mais le psychanalyste, vous avez des psychiatres qui peuvent être aussi psychanalystes, vous avez des psychologues qui peuvent être psychanalystes, vous avez des psychanalystes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Donc maintenant, c'est vrai que l'école française s'est axée au départ autour des deux grands pontes de la psychanalyse qui étaient Freud et Lacan, avec des querelles d'école, des querelles de chapelle, qui ont beaucoup contribué d'ailleurs à... je dirais, alors des aveux petit à petit, même si il y a des gens éminemment des esprits très brillants. Maintenant, heureusement, ce que je trouve dommageable dans toutes ces sphères-là, c'est de fonctionner justement trop avec des sortes de chapelles bien hermétiques, alors que autour de sujets, tant la psychanalyse que la neuropsychologie, que même les sciences comportementales nous apprennent tout et ne font qu'enrichir. Y a-t-il une indication spécifique pour, par exemple, vous qui travaillez avec les traumas crâniens, je vais vous demander tout à l'heure une question par rapport à la psychanalyse. Est-ce que vous pensez que la psychanalyse peut être une solution pour quelqu'un qui est traumatisé crânien, complètement aphasique? Alors, oui, voilà. Là, il y va. Oui. Je vous avais prévenu. Oui. Mais je vais vous étonner parce que je vais vous dire oui et non. Oui. Ah oui, ben, je vous écoute. C'est bon. Parce qu'en fait, certes, d'ailleurs là où je suis, il y a un psychologue qui se charge du psychisme et il y a le neuropsychologue qui s'occupe du cerveau. Qui s'occupe pas du cerveau, mais plus de la réadaptation. Donc, on n'est pas vraiment dans la rééducation, on est dans la réadaptation là, à ce moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des souffrances. Parce que la personne, elle est quand même consciente qu'elle n'est plus ce qu'elle était, qu'il y a un nouveau corps,
qu'il faut qu'ils se le réapproprient et tout ça. Donc le psychologue a toute sa palette et effectivement ma collègue est vraiment dans le champ plus psychanalytique cognitiviste. Mais ça ne morcelle pas un peu le patient qui devient un peu presque psychotique avec ce... Ah mais il y en a. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que... Le psychologue à visée avec une démarche psychanalytique, un neuropsychologue qui s'occupe du cerveau, ça ne morcelle pas un peu, ça me fait penser... Non, ça ne morcelle pas si tout le monde travaille en synergie avec des communications. Quand on est en réadaptation, tout... Les psychologues travaillent ensemble, c'est une de leurs qualités professionnelles. Alors si jamais... Ce serait dommage. Je voudrais bien que vous me rassuriez là-dessus. Sans problème. On dit que c'est une profession, les gens sont très individualistes. En libéral, on est obligé de travailler avec les autres. Avec quel autre Avec des collègues psy, s'ils ont reçu le patient autrefois, si le patient accepte qu'on communique avec l'autre. Avec des orthophonistes, avec des psychomotriciens, avec des médecins, on est obligé de travailler. Et en institution, j'ai longtemps travaillé en institution, c'est pareil. Quand on travaille en milieu hospitalier, il y a des staffs qui sont réguliers autour des patients. Il y a des réunions institutionnelles régulières. Donc on ne peut pas, ce serait terrifiant d'être psychologue et ne pas communiquer. Mais là, moi je me bats. On peut fonctionner en miroir, c'est-à-dire comme nos patients eux-mêmes. On est fous. Oui. Psychotique, tout simplement. Mais moi, je me bats pour dire qu'on travaille en transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a le même problème et on va l'aborder de diverses manières pour qu'à la fin, on arrive à le résoudre. Mais c'est une obligation qu'on se fixe, mais en réalité, est-ce qu'on y arrive? Ah oui. En tout cas, dans mes équipes, ça va. Et je voulais vous demander, peut-être que votre consoeur écoute, c'est pas grave, vous me direz simplement, est-ce que vous trouvez que la psychanalyse, c'est vraiment scientifique? Vous qui aimez... Non, mais dites-moi franchement, hein. Je suis cognitiviste. Je vais utiliser... Ah oui, alors là, justement, parce que vous êtes cognitiviste, est-ce que vous trouvez que la psychanalyse... Non, mais blague à part, je vais vous dire quelque chose, c'est que vraiment, là où je rejoins Marilyn, on peut pas être que cognitiviste et puis être... C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Il faut quand même qu'on sache... C'est comme dire que le neuropsychologue n'est que dans le cerveau. On est obligé de voir que la personne elle est dépressive et donc forcément ça a des atteintes sur sa mémoire. Puis, sur l'aspect scientifique de la psychanalyse, Marilyn, je vais vous répondre. C'est pas un peu de la philosophie Je vais vous répondre en ouvrant sur quelque chose. Parce que votre question m'amène à penser à cette espèce de totémisation qu'on a fait longtemps des filières scientifiques et on pousse tous les gamins à aller en S parce que c'est la voie royale, etc. Et du coup, avec l'oubli de ce qu'on appelait autrefois les humanités, les classiques, qui portaient quand même une autre lumière, et peut-être que si effectivement le monde y avait réfléchi, que nous avions gardé nos humanités, il y a peut-être beaucoup de choses, justement, de folie du monde, comme vous en parlez au début, qu'on n'aurait pas vu. Donc, je crois qu'il ne faut pas fétichiser quelque chose ou totémiser quelque chose. Tout est important, comme disait Cédrine, tout est important. C'est une synergie autour de l'humain. Et est-ce que vous pensez... Oui, Karine. Et puis je voulais surtout pour les téléspectateurs qu'il n'y ait pas de confusion entre la méthode, enfin la thérapie, la méthode analytique, donc je vais en psychanalyse, et puis ce que nous avons étudié à l'université, qui est justement la psychanalyse comme une approche théorique avec une définition une grille très importante. Et je pense que tout psychologue, il ne devrait pas être dans une pensée unique de l'humain. Donc c'est important. Moi, je me dis que même quand on se dit, bon, la psychanalyse, on va toujours y revenir parce qu'elle a quand même une vision de l'humain, de la psyché qui va toujours nous éclairer. Et si nous pouvons justement... La richesse du psychologue, c'est d'avoir plusieurs apports théoriques et en fonction de la situation, pouvoir avoir des grilles de lecture. Vous prenez le retour de la psychanalyse, là où de plus en plus on voit les thérapies cognitives, comportementales. Elle n'est pas partie. Non. Ah moi je sais pas, je trouve qu'elle est de moins en moins mise en avant, en tout cas dans les revues. Il faut simplement lui rendre sa juste place. Voilà. Parce que ce qui frappe dans ces attaques de la psychanalyse, c'est que... Vous pensez que j'ai l'attaque un peu? Oui, un peu. Le langage psychanalytique est d'une banalisation
mondialisation extraordinaire. Maintenant, tout le monde connaît l'inconscient, tout le monde sait ce que c'est, et tout le monde en parle et utilise des termes qui relèvent de la psychanalyse sans même s'en rendre compte. Donc c'est devenu quelque chose, c'est rentré dans la culture. Donc on ne peut pas nier l'apport que la psychanalyse a fait à notre culture, à notre pensée contemporaine. Et Vous savez, Marilyn, vous n'auriez jamais dû parler de ce mot culture parce que je vais y entrer dedans. Vous n'auriez jamais dû y entrer, mais vous êtes entré. C'est pas un petit peu occidental, la psychologie, par rapport à la culture vue dans le sens du rapport au monde dans lequel je me trouve, là, Martinique, Caraïbes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos études très occidentales vous ont donné un schéma de pensée, un regard, un fonctionnement psychique qui serait à l'occidental? Alors, si vous voulez, je vais peut-être prendre la parole avant, par mes 30 ans, et de voir l'avancée de la psychologie. Nous en avons déjà longuement discuté, Fred, je suis la première à pouvoir penser qu'il faut de temps en temps, bien sûr, opérer par rapport à notre savoir venu de là-bas, des ruptures épistémologiques pour nous permettre d'appréhender notre réalité. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un cadre, et puis que nous sommes à l'ère de la mondialisation. Allez voir nos jeunes d'aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet, de Facebook, et nous avons cette culture monde, mais il est évident que chaque peuple a des lignes de débarcation, des choses qui le traversent et que nos modélisations ne peuvent pas s'appliquer de façon toute faite. Quand vous regardez vos patients, bien sûr, vous n'avez pas des références théoriques à l'occidentale, celles qui sortent de vos universités? Il se charge de nous remettre au carré. Oui. Et puis je pense qu'il ne faut pas oublier où on est. Oui. Et qui on a devant nous. Alors, parce que, par exemple, on peut être en Martinique et avoir des personnes hispanophones. Donc, être aussi au fait de la culture de l'autre. Vos outils sont adaptés à la culture? Vos tests sont en créole, mesdames? Par exemple. Ah ben oui. Ah bon, c'est important de le dire. Vos tests sont adaptés, c'est-à-dire que les gens ils ne sont pas dans le français de France très académique, que personne n'a part ce qu'ils pratiquent. Parce que souvent il n'y a pas de biais culturel vraiment dans les tests. Les épreuves de culture générale, très culturelle, ont été supprimées pour donner de la place à des choses beaucoup plus techniques qui sont des fondamentaux que vous retrouvez dans toutes les cultures, qui sont le raisonnement, la logique, la flexibilité, l'analogie, des choses comme ça. Donc, et est-ce que vous travaillez, puisque vous me dites vous faites de la recherche, de toute façon je crois que vous vous battez tous pour avoir un temps recherche, que vous consacrez, j'imagine que vous l'utilisez aussi à nous éclairer sur l'expression de la psyché à partir de notre culture. Est-ce qu'il y a des spécificités culturelles de la psyché aux Antilles, aux Antilles et peut-être même aux Antilles Guyane si on reste dans un bassin plus large? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas apprises à l'université, mesdames, et qui vous ont frappé lors de l'exercice de vos métiers sur le terrain? Toutes les maladies, c'est celles que vous retrouvez? Non, on a appris des choses à l'université, mais nous portons un regard différent en fonction du champ culturel. Chez nous, il y a des choses très particulières dans notre psyché. Nous avons un autre rapport au temps, nous avons un autre rapport au travail, nous avons un autre rapport à l'autorité, nous avons un autre rapport à plein de choses. Et vous le faites savoir notre histoire à ceux qui doivent le savoir, parce que ce serait intéressant que vous disiez à la société civile. Les jeunes, vous disiez à la société civile, attention, on a un autre rapport au temps, c'est-à-dire que est-ce qu'on vous entend là-dessus? Alors je ne sais pas pour les autres, mais moi je me rappelle en cours de psychologie, on parlait déjà de la fessée et des sévices corporels. Et je me rappelle avoir levé la main et avoir dit à mon prof de psycho, je suis désolée, mais en Martinique, la fessée a une valeur culturelle. Et elle n'est pas forcément que je déteste mes parents derrière. Après, il y a fessé et fessé. Mais c'est pour vous dire que, en fait, par exemple. C'est pour vous dire que... mais je ne vais pas rentrer sur ce terrain. Non, ne pas sur ce terrain. Mais c'est sur ces grandes questions qu'on vous attend. Mais il y a eu des écrits là-dessus. Oui, mais il n'y a pas on ne voit pas dans les grands débats sur ces questions, parce que c'est important que vous soyez présents sur ce qui pourrait apparaître comme des marqueurs culturels.
Oh, on ne voit pas beaucoup. Et je vous trouve tout de coup toutes les trois. Non, parce que je pense que... Alors, il y a la formation universitaire, Oui. et puis, comme je dis, je crois que nous devenons psychologues vraiment en étant sur le terrain. C'est vrai. Donc, la psychologie, c'est d'abord une rencontre avec à chaque fois quelqu'un de différent, quelqu'un d'unique. Je pense que ça, c'est important de toujours garder cette idée que chaque personne est unique. Et je pense que nous avons déjà tellement à travailler où nous sommes. Enfin, moi, je parle au niveau institutionnel, pour essayer justement d'inviter les autres à regarder l'humain autrement, à penser l'humain autrement. C'est déjà... Mais au sein de l'institution, c'est déjà compliqué. Donc, c'est notre travail de tous les jours. Et puis, il est vrai qu'il faut avoir du temps aussi pour pouvoir aller militer sur... Heureusement que l'espace nous est... un espace... Avec plaisir, vous reviendrez quand vous voulez. Nous avons le temps. Parce que pareil, des fois, on peut nous proposer des espaces, hein, où il serait demandé aux psychologues d'aborder un sujet. Mais voilà, avec toujours cette histoire de temps restreint. En 5 minutes, il faudrait qu'un psychologue puisse... et en fait, je pense qu'il nous manque peut-être justement des estrades comme cet espace où nous pouvons prendre le temps d'aborder les sujets culturels. Parce que dans ma question, vous avez bien compris qu'il y a une demande du regard du psychologue ancré dans sa culture et qui regarde qui renseigne sur les marqueurs culturels des faits psychiques. On peut penser qu'il y a des marqueurs culturels et qui nécessitent une approche différenciée. Enfin, je le pense. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir dans notre débat et cette personne est la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, votre prénom? Je m'appelle... Prénom. Le prénom? Le prénom, juste. Josette, soyez la bienvenue, voilà. Josette, on vous écoute. Alors, voilà. Donc, je voudrais poser la question à ces trois dames. Je suis quelqu'une généralement, je suis toujours sur la défensive. Pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez, hein, monsieur. Je suis généralement toujours sur la défensive et pour autant, je n'ai jamais eu de problème. Je suis quelqu'une de super sympathique. Mais je suis toujours sur la défensive et je me dis, est-ce que peut-être ce n'est pas mon passé, le passé colonial de mes parents, qui font que ça fait partie intégrante de ma personnalité. Est-ce qu'un psychologue pourrait éventuellement changer ce côté que j'ai en moi? Très bien. La question est précise et elle vient justement dans le rapport historique et culturel et manifestation psychique. Est-ce que, et Josette dit, est-ce que vous pouvez l'aider à faire du lien, à faire sens qu'est-ce que vous répondriez à Josette? Ou alors, est-ce que vous pensez que c'est le périmètre, c'est les limites de votre intervention en tant que psychologue? Non, je crois qu'elle pose une question très précise qui est la question du lien social, du lien chez nous. Il me semble en tout cas que dans notre lien social, nous avons un rapport à la fois d'hyper-proximité et d'hyper-méfiance. Comme si le regard de l'autre a toujours été chez nous quelque chose d'infiniment persécuteur. Donc qui fait qu'on a des grands sourires, mais on se méfie toujours de son voisin, de celui qui est à côté, on a toujours un rival ou une rivale potentielle. Donc, en dehors de l'aspect individuel que Josette peut pointer par rapport à sa propre histoire de vie, son éducation, son histoire familiale, il y a certainement un contenant social au sens large, social et culturel, fait de méfiance et de persécution, issu effectivement de notre histoire. Mais elle veut avoir, donc le psychologue est en mesure, si j'ai bien compris, d'aider à comprendre, pas forcément... Alors sur cet aspect, il n'y a pas que le psychologue, peut-être. Il y a l'anthropologue, il y a le sociologue également. Vous avez entendu, il y a l'anthropologue, un sociologue, on complique un peu les choses. Mais sauf qu'on ne consulte pas beaucoup l'anthropologue. On consulte l'anthropologue et le sociologue écrivent. Non, mais ils écrivent sur la question. Ils écrivent et ils sont aussi des observateurs un peu plus à distance du fait social. Mais c'est vrai que nous avons un lien social particulier issu de notre histoire. Ça vous va, ça vous convient comme réponse, Josette?
Bah, elle est déjà partie, donc ça lui va bien. Ah ben, puisqu'elle est partie et on est déjà... il ne nous reste plus que 20 minutes d'émission. Vous voyez comment ça passe vite, hein, d'être entre psy comme ça. Je vais vous laisser... On a demandé aux gens à quoi ça sert quand même un psychologue. On est allé dans la rue, notre équipe de journalistes est allée poser la question aux personnes dans la rue. On leur a demandé pour eux à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors je vous invite à regarder quelques morceaux choisis. Un psychologue, c'est censé aider les personnes qui sont mentalement pas bien. Mais après, est-ce que le psychologue aide vraiment les personnes qui sont mentalement pas bien? Je sais pas. Ça dépend des psychologues. Mais bon, je n'ai jamais consulté, donc après, je sais pas. À votre avis, à quoi sert un psychologue? À aider et à nous comprendre, quoi. Quand on n'arrive plus à nous comprendre, au fait, c'est primordial. Un psychologue, je pense que c'est des gens qui sont spécialisés dans l'étude mentale pour voir les gens qui ont des déficits mentaux et des problèmes, voilà, qui tournent autour de ça. Et vous pensez que ça marche? Oui, je pense qu'ils sont bien formés et qu'ils font bien leur travail. Un psychologue, franchement, je dis que des fois ça sert à rien parce que des fois ces gens-là sont plus malades que toi, tu vois. Ces gens-là sont plus malades que toi et des fois ils vont peut-être plus prendre le problème que tu as pour pouvoir résoudre un problème qu'ils ont eu dans la vie, mais ils ne vont pas résoudre ton problème à toi. C'est à toi de laisser ça. On m'a dit, puisqu'il était sans la main, papa, ouais. Et puis, il faut arriver à résoudre le problème, mais pas comprendre qu'on quitte ce problème-là et puis qu'il n'est pas là, il est toujours là. Il faut toujours gommer pour ça résoudre avant qu'il prend l'heure, ouais. Bon, c'est pour connaître les problèmes de chacun de nous, quoi. Les connaître et les régler? Pas tout à fait, pas les régler. Les régler, c'est soi-même chaque personne doit régler son problème. À quoi sert un psychologue? Alors, rien du tout. C'est juste qu'en fait, ils ont plus de problèmes que certains aussi, donc voilà. Un psychologue, il est là pour montrer aux autres un peu ce qu'il sait à ce niveau, pour qu'ils puissent au moins être dans la logique des choses. C'est quelque chose qu'on apprend sur plusieurs années, donc c'est pas dans un seul temps qu'on arrive à exposer, à apprendre un métier. Mais c'est pour le cas de chacun, de tout chacun, qui doit être réglé de telle sorte que le psychologue arrive à avoir le degré de stabilité de celui-ci ou de celui-là. Alors mesdames, finalement, je vous ai vu parfois vous exclamer sur les réponses. Il y en a qui trouvent que votre formation est suffisamment longue et précise pour pouvoir répondre à des besoins. J'entends beaucoup la question de l'aide, beaucoup, donc vous avez été repéré dans l'aide, vous êtes aussi repéré comme dans l'évaluation, puisqu'il y a un téléspectateur qui a parlé, enfin une personne qui a parlé de déficit, donc il y a forcément une évaluation derrière, mais il y en a aussi qui disent que vous ne servez à rien du tout, parce que vous seriez tout aussi fou que les personnes que vous avez aidées. Est-ce qu'on n'est pas dans le stéréotype? Je voulais aussi dire que c'est vrai que souvent le public voit le côté problème, difficulté, voilà. Mais je rappelle que c'est d'abord celui qui peut apporter une connaissance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a étudié la psychologie, qui a étudié comment fonctionne un être humain dans son rapport aux autres. Absolument. Et tout ça, et qu'il peut apporter. Donc on oublie aussi que le psychologue, il est là aussi pour informer, former. Donc la plupart des psychologues font aussi de la formation, ne serait-ce que pour ça. Qu'il y a des psychologues qui ne font pas du tout d'accompagnement thérapeutiques, hein, qui sont dans la recherche, dans l'enseignement, dans la conception de tests. Donc il y a cet aspect justement connaissance de l'humain que souvent on occulte et qui est pourtant la première dimension du psychologue. Et puis, effectivement, j'ai tendance à dire, moi, quand on me dit ça, je dis, effectivement, quand je suis allée à l'université, je n'ai pas reçu de vaccin anti-problème, anti-difficulté. Maintenant,
c'est vrai que la différence que nous aurons, c'est que nous avons appris à travailler sur nous. Et puis, le propre du psychologue, quand il accompagne, c'est de ne pas être à la place de la personne. C'est-à-dire que même si j'ai mes problèmes, si je suis suffisamment honnête avec moi-même, je suis censée repérer mes difficultés, ne pas les projeter sur les personnes que Et vous j'accompagne. pensez que c'est général à la profession, cette mise à distance de la souffrance de l'autre pour ne pas être Normalement, c'est envahi? essentiel. C'est essentiel. Il faut savoir mettre sa blouse de psychologue quand on arrive dans le cabinet et l'enlever quand on, Oui, mais quand ça, on en sort et quand on l'enlève et qu'on se rend compte, comme disait Karine. Vous ne partez pas des fois avec, dans la pensée quand même, ne serait-ce que sous le trajet entre le cabinet justement Cédric et la maison, à ce que l'autre il vous a dit, sa souffrance. Il faut même dire qu'on soit aussi clivés, on ne sort pas. Non, mais moi c'est vrai que j'use et j'abuse de la supervision. Donc, j'use et j'abuse. Donc, j'aime ça. Il y a les collègues pour ça, pour des fois un petit peu aussi quand on a des cas trop lourds, parce que on n'a pas des cas j'ai envie de dire cucul à praline. Donc, on a des cas des fois plus durs que les autres. Qui vous touchent particulièrement? Oui. Est-ce que vous est déjà arrivé d'être touché au point de ne pas d'être ébranlé même? Oui. Et comment vous faites alors? Vive les collègues. Déjà, voilà, nous avons la chance d'avoir un réseau, un soutien social des collègues. Et je pense que la chance que nous avons, c'est que nous avons appris à mettre des mots, à parler, à ne pas garder. Par rapport aux personnes que nous accompagnons qui sont dans la découverte de la nécessité de parler, nous savons que l'essentiel, ce n'est pas d'occulter la souffrance, c'est bien de l'entendre, d'entendre que ça résonne chez moi et de pouvoir en discuter, de pouvoir se faire accompagner s'il le faut par des collègues qui sont là aussi pour nous apporter ce soutien. Parce que c'est vrai que quand même, faire face à la souffrance au quotidien, ça ne peut pas laisser indifférent. Voilà. Ça peut pas laisser, ça laisse des marques, des traces, quoi. Après 30 ans, vous devez être super mal, ça, après 30 ans. Oui, mais il ne faut pas garder de stigmates. Avoir des traces, ce ne sont pas des stigmates. Et puis, je vais revenir sur quelque chose qui est souvent revenu dans le micro-trottoir, c'est les gens disaient, c'est moi-même qui règle mes problèmes. J'ai envie de leur dire, oui, bien sûr, c'est pas moi qui vais les régler pour vous. Je ne suis là que comme une espèce d'écran sur lequel vous allez projeter quelque chose et je vais vous aider à mettre en forme. Mais bien sûr que c'est chacun qui règle son problème. Alors, une chose qui est dite aussi, comme pour peut-être réduire votre périmètre d'intervention, il y en a qui disent, non, moi, psychologue, j'en ai pas besoin, Dieu, c'est mon psychologue. Dieu est un très bon contenant, bien sûr. Ils ont raison d'avoir leurs agrippements. Donc, il peut apparaître dans l'annuaire des psychologues. Oui. Il n'a même pas besoin d'apparaître. Il n'a même pas besoin d'apparaître. Si on y croit, moi je dis que tout ce à quoi on croit, ça fait du bien. Donc, si on y croit, bien sûr, il n'a même pas besoin d'apparaître. Mais chacun a besoin de ces objets comme ça d'agrippement. Pour certains, ce sera Dieu. Pour d'autres, ce seront des choses parfois un peu nocives. Mais bon, c'est bien pour ça que le psychologue est surtout là pour interroger. Oui, mais quand on dit Dieu est mon psychologue, c'est pas parfois des positions défensives parce que c'est vrai que Dieu peut être psychologue, mais bon, est-ce que ça suffit vraiment? Allez, lancez-vous sur cette vraie question. Est-ce que Dieu peut suffire quand on est au fond du gouffre, dépressif jusqu'à l'os? Comment on fait? Je dis que pour avoir rencontré ce type de choses dans ma pratique, je dis oui, que pour certaines personnes, ça peut suffire. Ça peut suffire, oui. Parce que ce Dieu, il ne le rencontre pas comme ça, il le rencontre à travers quelqu'un qui leur tend une main. Et cette personne, c'est souvent quelqu'un, effectivement, qui est porteur lui-même d'une foi. Donc oui, ça peut suffire, mais tout le monde n'a pas cette possibilité, cette chance, cet agrippement, cette foi du charbonnier. Et parfois, il y a bien des demeures dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas, Fred? Il y a bien des chemins différents et différentes façons d'y entrer. Donc, voilà. Donc, le psychologue peut être aussi simplement quelqu'un qui, à ce moment-là, se trouve là sur votre parcours et puis qui va être un passeur. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas d'antinomie, parce qu'il y avait quand même pour certains des résistances, parce qu'on a tendance à penser que les psychologues
étaient peut-être trop peu croyants, mettaient la foi, le spirituel de côté au profit de rationnel. Le psychologue n'a pas à se mêler de la foi. Le psychologue n'a pas à se mêler de la foi et c'est de l'ordre de la liberté de chacun, de l'intime. La foi, c'est un rapport avec l'intime. Le psychologue n'a pas à se mêler de ça. Ça nous permet de recevoir tout le monde et de ne pas recevoir des gens d'une confession. C'est une ouverture sur le monde et sur le psychisme de l'autre. Très bien. Autre chose que je vais vous demander, vous êtes 3 femmes ici. Pas beaucoup de psychologues hommes. Est-ce que c'est... écoutez, bon, mais 3 femmes, 1 mec. Donc vous voyez que la proportion, et peut-être d'ailleurs la réalité statistique. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi féminisée, cette profession? Là, c'est un hasard encore, vous allez me dire? Non, je pense que c'est dans les recherches et dans la manière... tout ce qui va être touché des sciences humaines, c'est plus féminin que masculin. Oui, mais ça ne me suffit pas, parce que moi, je suis une tare, alors, donc complètement. Qu'est-ce qui fait... Alors, non, mais je vous attends, là, vous ne partirez pas sans m'expliquer pourquoi je suis psychologue, alors que finalement, Cédric, vous êtes en train de me dire, mais non, mais les sciences humaines, tout ça, c'est peut-être plus féminin qu'autre chose. Mais qu'est-ce qui vous a attiré, Fred, dans la psychologie? Voilà. Non, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions pour l'instant. Mais alors, qu'est-ce qui fait que, c'est vrai, est-ce qu'il y aurait un marqueur de genre qui fait que, effectivement, ces professions soient majoritairement féminines? Il y a quelque chose qui fait que... Certainement que déjà dans la psychologie féminine, la femme aurait plus tendance à être à l'écoute de toute la dimension. Vous allez vous faire incendier. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute la dimension émotionnelle et... D'accord, il y aurait une propension chez les... Je pense que même dans l'éducation, c'est plutôt dans l'éducation, certainement que... tu as eu une autre éducation. Ça y est, elle est passée dans les grilles de lecture psychanalytique. Je pense qu'au départ, dans l'éducation, des fois, les parents conditionnent les filles plus vers ce souci d'aider, d'être au service d'eux et tout ça, et les garçons vers d'autres centres d'intérêt. Donc, certainement que c'est pour ça que dans les métiers du soin, parce que c'est pareil, c'est pareil chez les soignants. C'est très juste. Donc, il y a sages-femmes n'en parlent pas. Voilà, il y a peu de sages-femmes hommes. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais les choses évoluent, heureusement. Il y a de plus en plus de confrères masculins. Vous êtes en train de me dire que la profession se masculinise un peu? Je ne sais pas s'il y en a pas beaucoup. En tout cas, moi, Et là, qui viennent d'arriver, j'en ai que 2 dans ma tête. Donc, 2, voilà, hommes. Et donc, en fait, ça se reproduit, quoi. Oui, ce sont des centres d'intérêt. Je pense que c'est si très jeune, le garçon s'intéresse et qu'il n'est pas empêché par sa famille, parce qu'on ne lui dit pas, mais c'est quoi ce truc de fille là Alors, est-ce qu'il y a une éducation? Là, je vais peut-être froisser presque vos égos, mesdames. Est-ce qu'il y aurait eu une éducation de consulter un psychologue homme plutôt qu'une psychologue femme? Dans certaines circonstances, ils disent que non, il faut que tu ailles voir un homme, ou alors pour vous, ça n'a pas de sens. Silence radio. Silence télé, on dirait. Moi, souvent, quand quelqu'un me demande connais-tu un psychologue en libéral, moi je pose la question, est-ce que tu sens que tu seras plus à l'aise pour t'adresser à un homme ou une femme? Et donc, parce qu'il y a quand même des personnes qui ont des préférences en fonction du vécu. Il y a peut-être des personnes qui vont se sentir plus en confiance, a priori, je veux dire. Donc les personnes ont des a priori. Donc des fois, les personnes me disent non, peu importe. Et il y a des personnes qui me disent, ah oui, c'est vrai, je vais préférer un homme ou une femme. Donc, parfois, on n'a pas le choix quand on est dans l'institution. C'est un homme ou une femme et on pense qu'il y a, quoi. Voilà. Peut-être que plus dans le libéral, on a encore le choix du genre. Oui, il y a le choix, heureusement. Mais peut-être pas forcément l'institution. L'actualité de l'association? Alors, l'actualité de l'association, c'est le prochain 18-20. Prochain 18-20. Alors là, Cédric, c'est parce que c'est une émission radio? Non, c'est un atelier. En fait, l'association est là pour qu'on échange, pour que. Parlez-nous un peu de cette association.
martiniquaise des psychologues ou des psychologues Association des psychologues de Martinique. de Martinique. Donc, on essaye de développer un espace de parole, de travail entre psychologues de Martinique pour s'aider, pour s'entraider, pour se soutenir, pour s'écouter. Hein. Oui. Et puis pour enrichir aussi nos savoirs, parce que tous les psychologues ne sont pas de même spécialité et n'ont pas les mêmes ressources et mêmes formations en fait, puisque effectivement, comme on disait tout à l'heure, on se forme au fur et à mesure. Donc nous avons créé des petits temps, notamment le 18-20 qui est un temps mensuel pour les psychologues. Donc tous les psychologues peuvent venir, même ceux qui n'adhèrent pas à l'association. On va les inviter à adhérer, forcément. N'est-ce pas? On va les inviter à adhérer, mais oui, tous les psychologues de Martinique sont invités au 18-20. Tous ceux qui font partie de notre liste de mails, notre mailing list. Vous faites partie de la liste, Marie-Lise? Absolument. Je voulais régulièrement. Absolument. Je voulais juste m'informer. C'est ça. Donc, à partir de là, on envoie donc certaines informations qui sont réservées à tous les psychologues et puis d'autres informations qui sont réservées qu'aux membres. D'accord. Donc, les 18-20, donc c'est 18-20 pourquoi? Parce que c'est de 18h à 20h. D'accord. Et le prochain 18-20, c'est Madame Félie d'Étienne qui va parler de l'autisme. Ah, ce dont déjà on a abordé avec ces... Et Dieu seul sait que je serai devant, en attendant sans problème cette écoute, parce que j'ai des questions par rapport à l'autisme. Et effectivement, donc j'ai besoin de savoir. C'est quand c'est vendredi. C'est déjà vendredi, oui. 18-20. Et ça se passe toujours au même endroit, hein? Alors là, ce sera au club médical. D'accord, très bien. Alors, on est combien de psychologues à peu près est-ce qu'on a eu un chiffre en Martinique? Je ne sais pas, mais en membres, on est 21. 21, mais ça ne représente absolument pas... Non, je pense qu'il y a... Non, pas du tout. Il y a plus qu'une centaine. Il y a plus d'une centaine de psychologues. Ah, oui. Et vous n'arrivez pas à savoir combien sont... Il y a un indicateur, on pourrait avoir la liste Adélie. Alors, on a demandé à voir pour pouvoir constituer notre annuaire. Je crois que c'est la présidente qui l'aurait, mais je ne sais pas si elle l'a déjà eu. Moi, je ne vais pas m'avancer. Parce que c'est un indicateur qui pourrait nous aider à savoir combien de psychologues il y a dans cette Martinique. Et puis c'est important pour nous aussi parce qu'il faut fédérer tous les psychologues. Hein. Comme je le dis souvent, j'explique ça à mes collègues, mes consoeurs, ce n'est pas tant pour pouvoir forcément donner de son temps dans l'association, mais il est important pour nous qu'on crée un réseau. Parce qu'on ne se connaît pas tous et c'est vraiment dommage. Au niveau des neuropsychologues, on ne savait même pas qu'il y en avait autant en Martinique. Il y en a 14 pour l'instant. Qu'on ait pu connaître et on a besoin parce qu'on rencontre des cas difficiles, on rencontre des fois j'ai eu le cas dernièrement d'un questionnement parce que je voyais un tableau qui paraissait être une déficience et en même temps elle m'inquiétait cette déficience parce qu'elle n'était pas homogène. Donc j'avais besoin de parler à des neuropsychologues, à des consoeurs, à des confrères qui puissent me dire alors regarde, est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu as fait ci, pour qu'en fait ça nous permet. Ah oui. Finalement j'ai trouvé mon diagnostic, c'est bien. Donc ça nous aide en fait, parce que rester dans notre isolé, ça nous apporte. Et vous ne publiez pas, il n'y a pas de publication des psychologues? Alors il y a une revue, la revue MIBI. MIBI, oui. Qui est en... Mais qui est faite en extra, quoi. C'est pour le public. C'est pour le public? Oui, d'accord. La revue. Et mais c'est l'occasion de rappeler aux confrères, consoeurs qui a besoin d'articles, de personnes qui rédigent des articles. Et le prochain MIBI, ce sera pour quand? Je ne fais pas partie de la commission MIBI. Mais il ne paraît pas régulièrement, alors? Non, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de parution, effectivement. Voilà. Très bien. Écoutez, merci mesdames d'être venues. C'est un moment de bonheur. On n'a pas rappelé où nous contacter? Au téléphone, oui. l'APM. Oui, c'est vrai, comment faire pour joindre l'APM? Le 06 96 06 96 16 20 51. 20 51, Association des psychologues de Martinique, 06 96
16 20 51. Et là, on peut joindre quelqu'un tout le temps. La présidente, qui a le téléphone. D'accord. Et laisser un message. Qui préside l'association des psychologues? Cindy Viviès. Cindy Viviès. Merci en tout cas. Je vous disais que c'était un bonheur de vous avoir. Ça peut être trop dur, non? Ça va? Non, ça va. Vous reviendrez? Oui. On vous invitera avec plaisir. On se retrouve dans 15 jours. S'il vous plaît, prenez surtout soin de vous et à bientôt.